Kongo igwiri, mfumu ya Kongo itakala tata mudika chimfumu yandika banza kati Kongo dombera tata ndi mufofwa itala kwakwe monda zole jiwiri wena nitayiga bilumbu zeka ni dialogue zeka referendome yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi mwendo ni muna mwendo sarakani mbutu bana mbaya mfumu za Kongo za tele tata beno na mbaya bungu mbaya kukongo kayena ya zonoko nibasati mikanda wasa toko bana mbaya wena bake plus 5 toko bana mbaya la kwakwe bayenda kulire sese nabayenda kulumani nabayenda kulugari nabayenda kututata bana mutu nchete mpashi yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi tufatikiri mukorele na korela katutabu tukukorelako yeba mfumu kukongo bateleta seno chikorela bungu chikorela kukongo kachena kani mpashiko ngonda zole mamba kani seno chikorela ngonda kumikuro kani seno chikorela bakongo talangaye seno chikorela na wenze konte noire seno chikorela bilufasi gatara ngombo te gatara nzati mbwama bamfumu chinchete mpashi yepilufasi izata salusambwe mfumu nzambi yeba mfumu kukongo bateleta seno chikrake bungu chikrake kukongo kachana kani mpashiko mpashimudzaka walwata ngepeyeka krake mpashikoroko wasumba ngepeyeka nuba wanose nuba wa bwemba nuba wa monopri nuba wa mwatu nuba wa shiniwa yepilufasi izata salusambwe mfumu nzambi ikushi byato ni chari kwa aveniri ni buyala tale nontu munu yeba mfumu kukongo bateleta seno buyala bungu buyala kukongo kabwena kani mpashiko bakiriyo mpashimushinga walwata bakiriyo talodame ulwata minijipe ulanda rouge à lèvre kuvuka na maquillage nikiba kibunda nikiba wantongoni yepilufasi izata salusambwe mfumu nzambi bayaya bayayo ya mundu ngoma ya Kongo igwiri tata yenda kwakwe tata yenda kwakwe yenda kwakwe yenda kwakwe yenda kwakwe ya ya mundu ngoma ya Kongo igwiri yenda kwakwe yenda kwakwe yenda kwakwe. Ici, c'était Congo. Le Congo de tes travailleurs, le Congo de tes technocrates, le Congo de tes tranquillités. Peuple congolais, chers compatriotes, pourquoi menons-nous la lutte contre M. Sassou Nguesso, qui est congolais comme nous tous? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce Congolais, qui est donc M. Sassou Nguesso,
n'aime pas le reste des Congolais. Parce qu'il est immoral. Parce que c'est un pervers. Toujours dans la lancée de vous faire connaître M. Sassou, pour certains, pour les uns, et de vous faire rappeler qui est Sassou pour les autres, nous sommes en train d'expliquer qui est donc ce monstre. Nous avons parlé de sa situation politique depuis 1968 et vous avoir dit que l'adversaire, il faut le connaître pour pouvoir le vaincre. Donc dans des vidéos précédentes, nous avons parlé comment M. Sassou, avec le reste des officiers du Nord, avait élaboré une stratégie qui concernait à éliminer bon nombre des officiers du Sud parce qu'il les jugeait dangereux, parce qu'il les jugeait très gênants, il les jugeait trop bruyants, notamment Kinganga, Diawara, et même M. Korela a failli y passer, n'eût été la grâce qui lui avait été accordée par M. Maringwabi. Et d'ailleurs, avec le temps, Sassou va le rattraper et puis il va le tuer. La politique était d'éliminer bon nombre des ressortissants du Sud. Voilà pourquoi quand nous allons aborder la situation des assassinats, nous allons évoquer tout cela. Mais nous avons aussi dit que le PCT à l'époque, au temps de Maringwabi, avait fait un constat. Lors de leur session extraordinaire du comité central, et ils avaient donc évoqué des mauvaises performances des entreprises d'État, dues à l'incompétence et à l'inconscience des cadres, mais aussi à la pléthore des effectifs et à la course effrénée aux avantages matériels. Ça, c'est le constat qui avait été fait par le PCT à l'époque. Nous avons aussi parlé de la création de l'état-major supérieur, l'état-major spécial révolutionnaire, qui avait été mis par Marien et dans quel contexte Marien l'avait mis. Nous avons aussi parlé de la création du CMP juste après la mort de Maringwabi et quelles ont été les acrobaties pour en arriver là. Nous avons aussi parlé de l'éviction de M. Yombi Opango, comment il a été projeté de la présidence jusqu'à ce que comment ça soit tout fait pour se débarrasser de lui. Et toujours dans cette même période, nous avons aussi parlé très brièvement de l'attitude de Yombi face aux 10 exécutions qui ont été effectuées. Effectivement, c'était des sudistes, juste au procès de Maringwabi. Nous avons aussi parlé de la politique de Sassou dans la neutralisation des foyers d'opposition. Parce que quand Sassou arrive au pouvoir, la première des choses qu'il va faire, c'est de neutraliser les foyers d'opposition. Il y avait à l'époque un foyer déjà qui se manifestait à l'extrême nord, vers Infondo. C'était le foyer de François-Xavier Katali, que nous avons appelé
des pro-soviétiques. Mais il y avait aussi le front de Froli Baba, qui est donc le front du centre, le front de libération des Bateke et des Bakukuya, des Bangangoulou. Et puis le front Boma, qui va donc se faire dans la cuvette, dans l'intérêt de sauvegarder l'unité, qui est donc menée par les Yombi. Et c'est dans ça que Pierre Onga va être exécuté. Mais nous avons aussi parlé de comment Jean-Pierre Tshisekedi Tshikaya va être combattu, lui qui était aimé par le peuple, qu'on appelait l'homme propre. Sassou va lui mener la guerre au point justement de le tuer. Sassou va encore reformer l'armée, il va s'autoproclamer le chef d'État, le général des armées. Donc le premier Congolais à être hissé à ce grade. Tout ça pour pouvoir imposer son pouvoir, sinon son influence dans l'armée. Mais nous avons aussi parlé de front mené par M. Bernard Kolela, mais aussi de front des Congolais à l'extérieur. Nous avons parlé de la traque de M. Pierre Onga, avec les parachutistes aussi qui sont venus du Gabon. Nous avons parlé de la restructuration du PCT, ça c'est quand il arrive, il va restructurer le PCT, il va écarter tous ceux qui ont été avec Yombi pendant le SMP. Et nous avons également parlé de la tenue de la conférence nationale souveraine, dans quel contexte Sassou l'avait accepté. Nous avons parlé de l'éviction du président Pascal Lissouba, quand Sassou va être battu aux élections, va donc se réfugier en France et c'est là où il va aller tenir une réunion avec Omar Bongo et puis Chirac à l'Élysée. Nous avons aussi parlé du changement de la Constitution et puis finalement nous avons brossé la situation du début du génocide dans le Poul. Mais le génocide dans le Poul, comme les exécutions des 10 condamnés au procès de Marien Ngouabi, tout le reste de Kimboalankaya et les Diawara, nous allons évoquer cela dans la situation quand nous allons étudier les assassinats avec Sassou Nguesso. Voilà un peu le miroir de ce que nous avons parlé jusque-là. Une situation d'ailleurs que nous qualifions de cruelle pendant la gouvernance de M. Sassou Nguesso. Là, nous allons maintenant parler de la situation économique. Et dans les jours à venir, nous parlerons des assassinats. Peuple congolais. La situation économique du pays est désastreuse. La situation est pitoyable. La situation économique de notre pays est très grave. Alors que pendant la présidence de Fulbert Youlou et Alphonse Massamadeba, ceux-là, ils ont laissé une situation satisfaisante de l'économie. Une économie fleurissante, un bel héritage, un espoir, un élan promettant des jours meilleurs pour des générations futures. Pendant ces périodes, on avait vu une économie croissante sans pour autant tenir compte des revenus pétroliers. La scolarisation des Congolais était gratuite.
Les salaires étaient payés à la fin de chaque mois. L'eau potable était gratuite. Il y avait même des fontaines publiques. Dans des ronds-points, les Congolais pouvaient aller chercher de l'eau sans même payer. Les bourses des étudiants étaient payées régulièrement. Pour les étudiants à l'étranger, en dehors des bourses, on donnait même des billets pour revenir au pays pour passer les fêtes. Moi-même qui vous parle, j'ai bénéficié de, de ces billets. J'ai été à l'époque un des Congolais qui avait bénéficié de tous ces avantages. Les soins de santé étaient gratuits pour tous les Congolais. Et l'urbanisation des villes était bien tracée et la ville était bien entretenue par la mairie. Il y avait des camions de la mairie qui passaient pour prendre les déchets ménagers. Et même une fois par mois, toutes les maisons étaient pulvérisées par le service d'hygiène pour lutter contre le paludisme. Plein d'autres avantages. Les Congolais vivaient une vie meilleure, digne. Voilà des moments glorieux que les Congolais ont connus avec ces présidents. Mais ces moments vont être tout simplement détruits, ces moments vont être simplement effacés avec le régime militaire qui va arriver. Durant la période de Massamba Deba, nous avons énuméré quand même plus d'une cinquantaine des entreprises qui avaient été créées. Ce qui démontre que l'économie marchait très bien. Ça démontre que les Congolais menaient une vie meilleure. Mais quand arrive Marien Ngouabi, de Marien Ngouabi à Yombi, la situation économique va connaître une dégringolade. Ça va devenir inquiétant parce qu'il n'y aura plus des investissements. Les investissements seront presque nuls. Encore que jusque-là, la situation était inquiétante, mais tout était encore possible. Mais c'est quand arrive M. Sassou, en 1979. La situation du pays devient épouvantable. Une économie en chute vertigineuse. Un mode de vie exécrable pour tous les Congolais. Peuple congolais. Tous les économistes disent que la situation économique est pitoyable. C'est les économistes qui le disent. À l'exception, bien sûr, des économistes de M. Sassou Nguesso et puis les économistes du PCT qui applaudissent quand ils partent prêter de l'argent, qui applaudissent quand dans le pays tout ferme. Donc, je ne parle pas de ces économistes-là. Je parle des vrais économistes. Ceux-là qui nous disent que l'état du pays est déplorable.
que les données que nous possédons confirment que l'état du pays, si on ne fait pas un mouvement tel que nous sommes en train de le mener, si on ne fait pas d'efforts pour sauver ce pays, le pays va souffrir pendant des centaines d'années, pendant des siècles. Pourquoi? Parce qu'il est simple de constater aujourd'hui que les salaires sont payés à plus de 40 jours. Les bourses des étudiants ne sont pas payées. La pension des retraités ne sont plus payées. Que les centres hospitaliers sont presque fermés. Des dispensaires dans des villages, n'en parlons plus, sont déjà fermés. Et même les salaires, quand ils sont payés avec des fausses monnaies. On constate l'augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés, que les structures de santé et de l'éducation sont vraiment délabrées, que même les autorités gouvernementales se permettent de trafiquer des données économiques. C'est-à-dire que même à l'étranger, on n'a plus cette crédibilité, parce que les autorités se permettent même de mentir. Voilà l'image. Voilà à quel point on est arrivé. Les Congolais qui mangeaient 3 fois par jour ne mangent plus à leur faim. Peuple congolais, chers compatriotes, vous qui êtes dans le combat, notre pays est en crise. La situation économique est calamiteuse, catastrophique, déplorable. Nous parlons de crise. Sauf que la situation économique du pays est plus profonde que ce que nous voyons ou nous croyons. La mauvaise gouvernance est bien la cause de cette crise. Tous les experts en économie affirment que le solde des comptes des Congolais en Chine excède largement la dette du Congo. Ils dénoncent le placement à l'étranger dans des paradis fiscaux. Les ressources financières liées à l'exploitation du pétrole et du bois. Ils disent, tant que le Congo ne rapatrie pas ses recettes d'exploitation et que les conditions de base de transparence des comptes publics ne sont pas réglées, la situation économique demeurera pareille, quels que soient les programmes. Alors, donc, avant de vous faire une analyse personnelle de la situation économique avec M. Sassou, je vais quand même vous donner quelques dates qui ont marqué les activités économiques de M. Sassou, avant et après la conférence nationale souveraine. Quelle est donc la situation économique de M. Denis Sassou Nguesso avant la conférence nationale souveraine? Les premiers mois de son accession au pouvoir sont difficiles. La situation financière de l'État est presque préoccupante et les caisses de l'État sont vides. La deuxième année, l'envolée des cours du pétrole et la mise en exploitation du champ pétrolier au large de Pointe-Noire ont permis une certaine détente, un certain espoir. Mais le pays reste fragile et confronté à des défis considérables, tels que le taux élevé de la pauvreté et de chômage,
Forte inégalité et des services publics dans l'ensemble peu accessibles et peu efficaces. On constate la corruption, les conflits civils. La misère de la population congolaise, dont près de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté, devient de plus en plus gravissante. Début 1976, la raffinerie de pétrole est effectuée à Pointe-Noire, dans la capitale économique du Congo. Il fournit 90% de recettes de l'État. Le pétrole constitue alors le poumon de l'économie du pays. Le 17 mars 1979, il va y avoir création de la Société nationale de construction qu'on appelle SONACO et la Société de promotion de la gestion immobilière qu'on va appeler SOPROGI suite au Conseil des ministres du 17 mars 1979. Au début des années 1980, le Congo a connu une croissance annuelle de PNB, le produit national brut, de 5%, l'un des taux les plus forts d'Afrique. La forte croissance des revenus pétroliers a permis au Congo de financer des projets de développement à grande échelle. Le 17 septembre 1980, il va y avoir l'inauguration à Pointe-Noire de l'aéroport Agostino Neto par M. Denis Sassou Nguesso. En 1981 et 1982, il y aura la mise en production de nouveaux gisements pétroliers, sites Yanga et Sendi, qui vont accroître significativement les recettes de l'État et procurent, une fois de plus, une prospérité au pays. Le 11 décembre 1982, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, va inaugurer la ligne de très haute tension, le Dima Pointe-Noire, d'une longueur d'une distance de 1270 km. Le 12 décembre 1982, il va y avoir aussi l'inauguration de la Congolaise de raffinerie par M. Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Le 31 décembre 1982, M. Denis Sassou Nguesso va procéder à l'inauguration du faisceau hertzier. Le 26 février 1983, M. Denis Sassou Nguesso va inaugurer le champ pétrolier Yanga Marine en présence d'Albin Chalandon et Simini Bruno, respectivement président directeur général d'Elf Aquitaine de France et Agip Recherche d'Italie. Le 22 septembre 1983, il va y avoir création de la Société d'économie mixte, en abrégé SEMICO, où l'État congolais va apporter 51% de parts et la société privée française 49%. L'objectif de la SEMICO est d'intervenir sur tous les marchés de construction d'immeubles à usage commercial et d'habitation. Le 20 juillet 1984, pose de la première pierre par le président Sassou Nguesso sur les ponts des rivières Djoué et Djiri. Le pont sur le Djoué, long de 92 mètres et large de 7,60 m, a coûté 1,293,700,000 francs CFA. Et le pont sur le Djiri de 51 mètres de long sur 7,5 mètres de large, lui va coûter
661 600 francs CFA. Les travaux vont être réalisés par l'entreprise Dragage Congo. Le 21 juillet 1984, va y avoir la pose de la première pierre par le président Denis Sassou Nguesso pour le siège social de la BCC et ses annexes. Tout ceci en présence d'Ange Edouard Pongui, qui était donc le directeur général de la BCC. Le coût total est estimé à 5 milliards, financiers aux 2/3 par l'État congolais. Le 22 juillet 1984, inauguration du palais de congrès par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Suite de la coopération sino-congolaise, le financement a été assuré par la Chine et le Congo. Le coût est estimé à 10 milliards de francs CFA. Du 23 au 24 juillet 1984, il va y avoir l'inauguration de la route Lutete-Mfouati, dans lequel on trouvera 5 ponts qui ont été construits. L'inauguration a été faite par le chef de l'État. Le 31 août 1985, il va y avoir dissolution de la Société de transport brazzavillois, STP, par décret présidentiel pour cessation de paiement. La municipalité de Brazzaville est chargée d'assurer le transport à Brazzaville pendant la période de liquidation de la STP. De 1985 à 1986, sous la pression des institutions de Bretton Woods, le gouvernement adopte un programme d'ajustement structurel, PASS, en abrégé PASS, avec le gel des avancements et des recrutements dans la fonction publique. Certains privilèges d'État sont supprimés. 3 février 1986, il va y avoir pose de la première pierre de l'immeuble administratif de la Société d'assurance et réassurance du Congo en cycle, ARC, et de l'usine d'adduction d'eau de Djiri par le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso. Le 4 février 1986, il va y avoir pose de la première pierre de la tour Elf Congo par M. Denis Sassou Nguesso. L'immeuble de 30 niveaux sera baptisé Tour Nabemba. Le 5 février 1986, il va y avoir un coût d'envoi des travaux de construction de centres hospitaliers universitaires en cycle CHU dans l'enceinte même de l'hôpital général de Brazzaville. Le 12 mai 1987, le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, fait faire l'évaluation du premier plan quinquennal, le plan de 1982 à 1986. Donc, pendant cette évaluation, M. Sassou indique que plus de 310 projets de toute nature ont été menés à bien et sont aujourd'hui terminés. Il continue en déclarant « L'effort financier assumé par l'État s'élève au terme de 666 milliards 400 millions de francs CFA, dont 283 milliards 600 millions en ressources propres et 382 milliards 800 millions en emprunt. Il continue et il déclare que le secteur économique de l'État a nécessité un redressement assez important. L'État a injecté 316 milliards 800 millions, aussi bien pour des opérations de redressement, de développement
que de création d'unités économiques. Sur cette somme, 103 milliards représentent la contribution du Trésor public et 213 milliards proviennent des emprunts à la charge de l'État. Mais le chef de l'État, M. Sassou, fait un constat amer. Il dit, au lieu d'enrichir le pays, le secteur économique d'État construit contribue à son appauvrissement, contribue à l'aggravation des difficultés du peuple et de l'État, contribue à affaiblir le secteur bancaire, contribue à assombrir les perspectives de notre jeunesse. Voilà le constat qui a été fait par M. Sassou concernant le secteur économique. Et il déclare à la fin que le secteur économique ne donne rien à l'État, mais plutôt lui demande tout. La dernière année du plan, a poursuivi le chef de l'État, a été marquée par l'effondrement du cours du pétrole, ce qui a occasionné un manque à gagner de plus de 100 milliards de francs CFA au budget de l'État. Du 5 au 10 juin 1987, il va y avoir des journées de réflexion sur l'hôpital général de Brazzaville. Comment réaliser l'objectif de l'OMS, celui de santé pour tous d'ici à l'an 2000. Comment remédier à la décadence du niveau de prestation du plus grand établissement sanitaire congolais, à la dégradation et au manque de conscience de son personnel. Voilà des points qui ont constitué les journées de réflexion du 5 au 10 juin 1987. Il fallait réfléchir sur l'objectif de l'OMS qui consistait quelle santé pour tous d'ici l'an 2000. Peuple congolais, nous voici maintenant à l'an 2020. Le problème, malgré le temps qu'ils ont mis pour penser à cette réflexion, des résolutions qu'ils ont prises, bien, le constat que nous faisons depuis 1987, bien, l'objectif de l'OMS n'a jamais été atteint. Sinon, au contraire, le CHU est devenu un mouroir. Certains l'appellent même le CHU, CH qui tue. Février 1988. Le Congo bénéficie du redressement de la production pétrolière, qui lui a permis d'un nouveau rééchelonnement de la dette extérieure auprès du Club de Londres pour un montant de 1,7 milliard de francs français de l'époque. Voilà, peuple congolais, quelques réalisations de M. Sassou avant la conférence nationale souveraine. Des réalisations qui, malheureusement, n'ont pas amélioré le quotidien des Congolais. Nous allons maintenant voir la situation économique de M. Denis Sassou Nguesso après la conférence nationale souveraine. Avec la dévaluation de 50% de francs CFA le 11 janvier 1994 et la chute du cours brut, cela a réduit de moitié le produit national brut et aussi a provoqué un taux record d'inflation jusqu'à 61%. Le 27 mars 1998, il va y avoir l'inauguration du gisement pétrolifère Kitima à Pointe-Noire par M. Denis Sassou Nguesso.
gisement exploité par la société italienne Agipo Recherche en association avec Chevron et Hydro Congo. Du 5 au 8 octobre 1998, il va y avoir à Brazzaville un forum économique sur le thème partenariat et solidarité pour plus d'investissements au Congo. Le forum est aperçu comme une contribution de la société civile au redressement et à la relance de l'économie congolaise après la guerre civile de juin et octobre 1997. Début 2000, l'industrie pétrolière congolaise retrouve un second souffle avec la mise en production de quelques gisements Kombi, Likalala, Tchibeli et Bondi. Par ailleurs, les contrats de partage de production en vigueur depuis 1995 accordent à l'État une plus grande part dans la répartition de la rente pétrolière. Décembre 2000, il va y avoir de reprise de négociations avec le Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale pour un nouveau programme d'assistance post-conflit. Le gouvernement négocie ce troisième programme d'ajustement car les deux précédents n'ayant pas été menés à terme. M. Denis Sassou Nguesso, dans son exercice, va créer des sociétés qui sont sous sa propre gouvernance, tout simplement pour avoir un contrôle sur les flux financiers. Et donc, parmi les sociétés qu'il va créer, on peut citer la Délégation générale de grands travaux, la SNPC, le domaine présidentiel, la COTRAD, la SOCOTRAM, le Conseil national de sécurité, qui pour lui, c'était une création, parce que ça devait lui apporter des sous, la BJFI Banque, la Direction générale des contrats et marchés de l'État. En mars 2002, Sassou ouvre son mandat sous le slogan « Nouvelle Espérance ». Des grands travaux sont entamés à travers le pays, sous la conduite de la délégation de grands travaux, conduite par son neveu Jean-Jacques Bouya. Une municipalisation accélérée des principales localités du pays est donc lancée. Elle est censée moderniser les villes du Congo. Des chantiers bâclés par des entreprises chinoises. Nous vous donnerons les détails quand nous aborderons les travaux réalisés. Jusqu'en 2004, les tentatives de redressement de l'économie sont freinées par la baisse du prix du pétrole dont la production décline. La croissance de l'économie est décevante et le FMI exerce de fortes pressions sur le gouvernement de Sassou pour obtenir une amélioration de la discipline budgétaire. L'enjeu des négociations avec les institutions financières internationales porte sur un accord ouvrant la voie à une annulation partielle de la dette. Un ministre de l'économie jugé crédible est nommé en la personne de Roger Ondeli en 2002. Mais ce dernier va quitter le gouvernement dès la conclusion de l'accord en 2005. En 2004, le FMI rappelle le niveau de la dette
dont le stock en valeur nominale avait été estimé par le service de FMI et la Banque mondiale à 9 milliards 200 millions de dollars américains. Ce niveau avait conduit le Congo à recourir à l'initiative de réduction de la dette des pays pauvres très endettés, PPTE. En janvier 2005, un accord est conclu avec la Banque mondiale pour le financement du désarmement de 30 000 anciens combattants. Toujours en 2005, nous allons voir une régate dénommée Route de l'Équateur, organisée par l'État congolais, qui partira de Marseille à Pointe-Noire, alors que les Congolais manquent de tout médicaments, des denrées alimentaires, eau et électricité. Cette régate va coûter officiellement à l'État congolais de 4 milliards de francs CFA. Le 18 juin 2007, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire à l'encontre de M. Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo et leurs entourages, accusés par 3 associations françaises, dont le FCD qui regroupe des Congolais démocrates, pour recel de détournement de fonds publics. Selon un rapport d'enquête de la police révélé en janvier 2008 par le journal Le Monde, le chef de l'État congolais et sa famille posséderaient en région parisienne de nombreux biens mal acquis, plus de 18 appartements et hôtels particuliers. En 2007, selon l'enquête de l'Office central de répression et de la grande délinquance financière, Sassou Nguesso déclare ne posséder aucun compte à son nom en France, alors qu'on dénombre 112 comptes bancaires en France au nom de la famille Sassou. En 2008, les ressources pétrolières du Congo sont gérées par une compagnie pétrolière d'État que Sassou avait créée sous son contrôle pour contrôler le flux pétrolier, les flux financiers. Donc, c'est cette société, la CNPC, qui va être donc créée et dirigée par Denis Ngakoma maintenant. Janvier 2010, le FMI et la Banque mondiale entérinent un accord prévoyant la réduction de la dette de 1 900 000 dollars. Le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative pays pauvres très endettés, PPTE. Juillet 2010, après l'Italie et les États-Unis, la France annule la totalité de la dette du Congo, soit 424 milliards de francs CFA, plus de 646 millions d'euros. En 2010, le Club de Paris et le FMI annulent une partie de la dette du Congo, qui est au bord de la faillite. Cette annulation de la dette va permettre au Congo de revenir à un endettement équivalent de 20% du produit national brut congolais. Entre 2014 et 2016, le Congo s'est lancé dans un important programme d'investissement en infrastructures en maintenant le niveau des dépenses publiques très élevé, malgré la forte baisse de ses revenus. L'accumulation de ce déficit qui s'en est suivi par après a augmenté significativement le ratio d'endettement déjà très élevé. Aujourd'hui, la dette publique est essentiellement extérieure. De 2016 à 2017, la République du Congo traverse une crise socio-économique
subséquent au prix bas du pétrole, mais aussi à la situation d'insécurité dans le pays et de la mauvaise gestion. Et le PIB s'est fortement contracté à moins 2,8% et moins 3,1% respectivement en 2016 et 2017. En 2017, le pays a enregistré de larges déséquilibres internes et externes avec un déficit primaire non pétrolier à 18,1% du PIB et celui de compte courant à 13,1% du PIB. En mars 2017, le gouvernement annonce un endettement équivalent à 77% du PIB, réévalué par le FMI à environ à 8 milliards d'euros, soit 110% du PIB. En septembre 2017, après le défaut temporaire sur Eurobond en juillet 2017, l'agence de notation Standard & Poor's a révélé l'existence d'une dette cachée liée à d'importantes arriérés auprès de la société de trading suisse Glencore et Trafigura. Cette découverte a provoqué la suspension des discussions avec le FMI, qui avait conditionné son aide à une amélioration des comptes publics et à des négociations entre le Congo et ses principaux créanciers afin de rétablir la fiabilité de sa dette. Du 23 septembre au 4 octobre 1917, le manque de transparence a encore été épinglé par la délégation du FMI qui, au terme de sa dernière revue à Brazzaville, a constaté une fois de plus que le gouvernement congolais ne jouait pas franc. Ne jouait pas franc jeu et que n'a pas mis à sa disposition toutes les informations requises, notamment celles relatives aux dépenses non déclarées, celles relatives au niveau réel de la dette publique, celles relatives au pays et aux comptes bancaires où sont placés les fonds de l'État congolais placés à l'étranger, celles relatives aux prêts gagés sur le pétrole avec gain fort, Glencore, Trafigura, UBA, Turquie, Afrexim Bank. De février en avril 2018, une nouvelle mission du FMI au Congo va être entamée pour finaliser les pourparlers avec les autorités responsables de la politique congolaise en vue de l'octroi de l'aide au pays sur la base des exigences fortes d'une bonne gouvernance. Dans les pourparlers, comme nous l'avons dit, le Congo avait masqué sa dette de 110% du PIB à 70%. En août 2018, le FMI réaffirme la position du fonds à l'égard du Congo et aux autres pays de l'Afrique centrale. Le FMI exige du Congo la transparence totale de l'endettement. En mai 2019, le pays a trouvé un accord de rééchelonnement de sa dette avec la Chine, qui est la première créance du Congo. En juillet, le 11 juillet 1919, à Washington, le FMI a finalement validé un programme de facilité élargie de crédit d'un montant de 250 milliards de francs CFA, soit 448 millions 600 dollars américains sur 3 ans. Cette aide constitue un apport important dans l'objectif de rétablir la fiabilité des finances publiques et des comptes extérieurs. Cependant, la situation financière du pays reste préoccupante, à l'image du service de la dette qui pèsera environ 15% du PIB en 2019. De plus,
le pays doit toujours négocier avec Glencore et Trafigura. Le gouvernement se réjouit du dit accord, mais le trouve exigeant parce qu'il est assorti de 48 mesures à appliquer. Cet accord a entraîné une atmosphère de satisfaction chez les sympathisants de Sassou Nguesso et du Parti congolais du travail. Peuple congolais. C'était là quelques dates qui ont marqué la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso. Avec ce que nous venons de voir, pouvons-nous dire que M. Sassou Nguesso est resté sur la lignée de ses prédécesseurs qui ont voulu rendre l'économie du pays florissante? Ou s'est-il démarqué de l'incompétence au vu de l'état dans lequel il a plongé le pays aujourd'hui? Voilà autant de questions qui laissent à notre soif et qui nous obligent de faire une introspection en analysant certains aspects. Le Congo est un pays peu peuplé, avec une densité moyenne à peine supérieure à 10 habitants par kilomètre carré. La population est très inégalement répartie. Le sud, où se situent les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, regroupe près de 3/4 des habitants. Le taux d'urbanisation est l'un des plus élevés d'Afrique. Nous l'avons déjà dit dans des vidéos précédentes. Le Congo est doté de ressources naturelles importantes. On trouve le pétrole, des minerais, du bois, etc. Le Congo bénéficie d'un emplacement stratégique en Afrique centrale, avec notamment le port à Pointe-Noire où sont localisées les entreprises liées à l'exploitation du pétrole. L'économie congolaise reste très peu diversifiée, axée principalement sur l'industrie du pétrole, au détriment des autres ressources. Le pays dispose aussi de vastes terres arables non cultivées, qui représentent environ 1/3 de sa superficie totale, mais qui aujourd'hui est livrée entre les mains des Chinois. Le Congo a hérité de la période coloniale une économie déséquilibrée. La prépondérance des activités de services datant de l'époque où Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française, la mise en valeur du gisement pétrolier permettant une extraction annuelle de l'ordre de 12 à 14 milliards de tonnes n'a fait qu'accentuer cette tendance. Et le Congo est dès lors entré dans un système d'économie de rente. Le pétrole représente les 2/3 du produit intérieur brut et 80% du total des exportations. L'agriculture, qui n'a jamais été très dynamique, ne parvient toujours pas à satisfaire les besoins alimentaires de base des villes et le pays doit recourir massivement aux importations. Les exploitations du bois est en régression. La production de potasse interrompue et celle de sucre en constante diminution. Seule la fabrication de boissons et de cigarettes parvient à maintenir une activité relativement soutenue. En 2005, le Congo-Brazzaville reste l'un des pays les plus endettés du monde. Pourtant, en 2005, le taux de seuil de pauvreté de la population a baissé de 51% à 41%. Malheureusement, en 2016, ce taux a accru en raison de la baisse du cours du pétrole. Il faut remarquer que ce taux est plus fort en milieu rural avec 61%
de la population. Ce qui permet de conclure que les plus pauvres du pays se trouvent dans les 6 régions du sud du pays. L'indice du capital humain, qu'on appelle souvent IDH du Congo, est de 0,42, soit en dessus de la moyenne des économies à revenus moyens. Malgré une légère augmentation de revenus par habitant, le pays a accompli de faibles progrès en matière de santé et d'éducation. En 2006, une dépense folle va être engagée, celle de la construction du mausolée à la gloire de Savorgnan de Brazza, à un coût supérieur de 10 milliards de francs CFA. Toujours en 2006, le journal britannique The Times a affirmé, sur la base de copies de la note d'hôtel, que pendant le séjour de 5 nuits à New York dans l'hôtel Waldorf Astoria, la suite occupée par M. Sassou Nguesso aurait coûté un montant total de 54 millions de francs CFA. 54 millions peuple congolais pour un séjour de 5 nuits. En septembre 2006, pendant qu'il est président en exercice de l'Union africaine pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, lui-même et ses collaborateurs et son équipe diplomatique auraient occupé 44 chambres pour 5 nuits pour une facture de 958 millions de francs CFA au compte de l'État congolais payé en liquidité. Depuis 2004, le Congo a entrepris la mise en œuvre d'une série de réformes dans le cadre de l'initiative des pays pauvres très endettés IPPTE du FMI. Ces réformes ont porté essentiellement sur la lutte contre la corruption par l'adoption d'une loi anticorruption et l'établissement de la Commission nationale de lutte contre la corruption, de l'adoption d'une loi de décentralisation suivie de l'élaboration de plusieurs décrets et arrêtés d'application, de la gestion sur la gestion des investissements publics avec l'adoption d'un plan d'action en 2008 et l'adoption d'un nouveau code de passation de marché public en 2009. De la gestion des finances publiques autour d'un plan d'action gouvernemental de gestion des finances publiques adopté en 2008. Les mesures accomplies dans le cadre de ce plan portent sur l'application de la nouvelle nomenclature fonctionnelle dans le budget, l'amélioration de la planification budgétaire à travers le CDMT sectoriel et central et la réforme de la chaîne des dépenses. Cette série de réformes a permis au Congo de stabiliser le cadre macroéconomique et d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, mais leur opérationnalisation et leur mise en œuvre effective restent encore un défi majeur, car d'une part, les faiblesses en termes de capacité rendent difficile la traduction des intentions dans les faits, et d'autre part, le succès de ces réformes dépend de la continuité de l'engagement politique dans le nouveau contexte post-PPTE. Quant aux infrastructures ayant été ni développées ni même entretenues, l'exploitation du chemin de fer est devenue si incertaine que le Gabon a décidé en 1981 d'utiliser son propre réseau pour acheminer son minerai de manganèse. La route qui relie Brazzaville à Pointe-Noire construit ne désenclave pas la partie sud du pays. Bien que quatrième pays producteur d'hydrocarbures en Afrique subsaharienne,
Le Congo ne bénéficie guère de ses retombées du fait du montant très élevé de sa dette extérieure, environ à 150% du produit national brut en 2005, qui absorbe à elle seule 60% de recettes budgétaires. Il est important de noter, frères congolais, les importations restent supérieures aux exportations. La part de produits manufacturés dans les exportations est passée de 15% dans les années 90 à seulement 2% aujourd'hui. Voilà, peuple congolais. Malgré les apports financiers apportés ou annulés par des institutions financières, le Congo est, sinon demeure, un pays le plus endetté. Et ce n'est pas les quelques inaugurations ou des dépôts des premières pierres qui viendront contredire notre analyse que nous venons de faire. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons vous parler de la structure de la dette congolaise pour que vous compreniez à quel point Sassou a entraîné le pays. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous vous demandons de vous lever. Parce que nous devons faire partir M. Sassou Nguesso. Nous allons parler de la dette dans la vidéo qui va suivre. Merci. Bweri wantama kwa lara mukaka beri kweteke kabu kwa la batekele jo unzenga nzenga lantara tomate kuzandu bazengele jo akatikati batekele jo lui kampata kuni na mana mona bidimbu bempila iza beno atari jemi kongori kongone dika kwa kongo bololo Matokona bandumba kukongo baika kwebe impene ya madiji bungu bakondo bisalu kompani za manakangama bala baba kento bayambukiri kubuyala bala baba kala baika mivi saluni diamba kata zambi beto ya tikongo likongo ne keri kongo jaika kwanduri kongo bololo tamina kufumu tamina kutuke kolo tala beto bala tukondolo ngangu uyongongo butu ya bamane fumue tamina kufumu tamina kutuke kolo mvama da kongo bayika kwa yati byabanzenza beto tuviri kongo tayika mintalanjilu vote bujimana tula beto tukaba babote bamana bakabibuka byao tuyambirikiri balabala za mavula zafuluka yati mazala na mazala ayokela nsunga bola nsunga farata chifoide ya tukwama tayika neto chronique kurona mamba ku Kongo yayika byanjingula tata nzambi
bakwe uyo ngongo Sami na kufumu kekolo Wamana bana kimbevo bukwenda yati kulupitalu wakondo mbongo bakuyambirikiri pasizamana yo kangwala tama kengi meso vumbi muzika yo amavula taluyena tata nzambi beto yati mbaya yiyokele bakakata izafila kukongo baiza mona mote Samina kufuwe Samina kutuke kolo tala beto ba